Bonjour Gilles Raveau. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en économie à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 Saint-Denis. Vous avez repris la chronique économique de Bernard Maris à Charlie Hebdo sous le pseudonyme de Jacques Littauer. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres sur l'économie, dont Économie, on n'a pas tout essayé. Alors dans la période que nous vivons, depuis 2019, l'État français et d'autres États empruntent à taux négatif. C'est historique, c'est jamais arrivé. Déjà, comment est-ce que vous analysez les causes de cette réalité financière, les taux négatifs ? Donc un taux d'intérêt négatif, ça veut dire que lorsque l'État français s'adresse aux marchés financiers, c'est-à-dire concrètement aux banques et aux assurances qui collectent notre épargne, l'État français rembourse à ces banques et à ces assurances moins d'argent au bout de 10 ans que ce qu'il leur a emprunté. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut d'abord dire que l'État français est une très bonne signature pour prendre les termes des économistes, sur les marchés financiers, c'est-à-dire que les prêteurs font confiance à l'État français pour le fait qu'il va tout simplement rembourser ses emprunts. Et d'autre part, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui cherchent à prêter à l'État français que ce dont a besoin l'État français pour financer sa dette. Donc l'offre d'épargne est supérieure à la demande, et c'est ce qui explique que le prix de l'épargne, le taux d'intérêt c'est le prix de l'épargne, soit aussi faible, soit proche de zéro, et même dans certains cas négatif. Et d'où vient toute cette épargne en fait ? Et alors en fait, cette épargne, voilà, c'est pas celle des milliardaires. Enfin, c'est aussi celle des milliardaires, mais c'est pas celle seulement de Bill Gates, de Jeff Bezos ou des milliardaires saoudiens. C'est en fait l'épargne de la classe moyenne, et notamment c'est l'épargne retraite. Nous, en France, les revenus les plus élevés épargnent pour leur retraite. Mais la plupart des salariés n'épargnent pas du tout pour leur retraite, ou très peu, parce que l'argent est pris par le système par répartition. Mais dans les autres pays où ça n'existe pas, vous êtes obligé de cotiser par capitalisation pour la retraite. Et donc cet argent-là est géré par les assurances, par les banques. Et donc ces masses énormes d'argent qui circulent sur les marchés financiers, c'est l'épargne des classes moyennes. Et aujourd'hui, cette épargne des classes moyennes, comme le monde n'a jamais été aussi riche, en Europe évidemment, aux États-Unis, en Chine, etc., cette épargne, elle est considérable, elle est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Puis les ménages, même en France, ont fait un effort d'épargne de précaution assez important récemment. Vous aviez cité le chiffre de cet effort. Alors c'est vrai qu'il se trouve qu'en France, c'est assez drôle parce que quand vous demandez aux gens en France s'ils ont de l'argent, personne n'a d'argent. Mais quand on regarde la Banque de France qui sait la vérité, on voit que chaque année, par exemple en 2019, les habitants de France ont épargné 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros qui ont été épargnés en une seule année. Donc on voit que c'est une somme absolument considérable. Et ça permettrait, donc cet argent, s'il était mobilisé, pourrait par exemple financer une quantité considérable de travaux, notamment par exemple dans la rénovation énergétique des bâtiments. Alors justement, on parle beaucoup de la transition énergétique, de son coût, du coût d'investissement pour la rénovation énergétique des bâtiments, pour les transports, les nouveaux modes de transport. Et néanmoins, on a l'impression que ces montants sont hors d'atteinte. Est-ce qu'il n'y a pas des produits d'épargne qui pourraient servir, comme le livret de développement durable, par exemple, dont c'est normalement la fonction ? Si, c'est effectivement, il y a des instruments qui existent, mais comme vous dites, leurs encours sont très insuffisants par rapport aux besoins aujourd'hui. Donc effectivement, il y a plusieurs solutions. Donc suivant, je dirais, votre philosophie économique, soit vous jouez sur les incitations, et donc vous augmentez fortement la rémunération de ces types de placements, et ça marcherait, on attirerait beaucoup d'épargne, soit, ou alors de façon complémentaire, eh bien, vous mettez en place des mécanismes où, au-dessus d'un certain montant d'épargne, vous prenez de façon dirigiste l'argent des gens, et évidemment, vous leur rendez contre-rémunération, à ce qu'on appelle un emprunt forcé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est fascinant comme le décalage qu'il y a entre l'absence d'action dans le domaine environnemental et notamment énergétique, où les solutions techniques sont connues, on sait exactement ce qu'il faut faire, cette masse d'épargne de notre côté qui sert à rien ou qui tourne en rond sur la planète. Et donc clairement, il faut trouver, en tout cas, je pense que c'est vraiment une des urgences aujourd'hui, de trouver des mécanismes pour que cette épargne se place de façon efficace dans la transition énergétique. Comme l'impôt sécheresse qui avait été fait dans les années 70, en fait. Voilà, c'est ça. Impôt remboursable. Exactement. Donc en 76, c'est extraordinaire. Vous avez les chauffeurs de bus de Paris qui vous expliquent que comme ils sont assis sur le moteur et derrière la vitre, il fait près de 60 degrés dans la cabine, ils se mettent en grève. On mobilise l'armée pour acheminer les fourrages vers les fermes qui manquent de nourriture. Enfin, c'est une situation apocalyptique. Donc le président Giscard d'Estaing dit c'est une catastrophe nationale qui demande la solidarité nationale. Et en fait, d'une certaine manière, il augmente l'impôt sur le revenu pour les plus riches. Et c'est donc le fameux impôt sécheresse. Et donc c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on nous dit toujours la transition écologique, ça passe par des mesures sociales. En fait, c'était exactement ça, puisque là, déjà, pour une catastrophe climatique, il met en place une mesure qui avait plus frappé les revenus les plus élevés. Merci beaucoup pour cette analyse, Gilles Raveau.